je suis très heureux d'accueillir Yvain Nicolet. On se connaît depuis longtemps. Il est chercheur à l'Institut de biologie structurale. Je crois, enfin, j'ai pensé que c'était vraiment intéressant d'avoir. J'ai beaucoup parlé de cristallographie, de structure de protéines. J'en parle souvent. Je ne suis pas cristallographe. Voilà, j'ai trouvé intéressant d'avoir un des grands spécialistes français de biologie structurale dans le domaine en particulier de la chimie bio-inorganique, donc des métalloenzymes. C'est le cas d'Yvain, qui fait ça depuis qu'il est tout petit. Et donc, je lui laisse la parole pour raconter voilà, des choses nouvelles dans le domaine de la biologie structurale de systèmes métallo-enzymatiques. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Marc pour l'invitation. Effectivement, pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Donc, en fait, Marc, on s'est rencontrés quand j'étais en licence à Grenoble, et après, tu as été dans le jury de thèse. Donc, effectivement, ça fait un peu maintenant, un peu de temps. Donc, comme Marc l'a dit, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu une rétrospective des travaux qui ont été faits sur des systèmes enzymatiques qui utilisent de la chimie radicalaire impliqués dans l'assemblage de sites organométalliques, qui sont les sites actifs de l'hydrogénase à fer, ou à fer-fer, et puis de la nitrogénase. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer ce que nous, à Grenoble, on considère comme métalloprotéines. Donc, en fait, quand on regarde le tableau périodique, on a toute une série d'éléments. Et en fait, ce que nous, on va considérer comme métaux, ça va être les éléments D, donc, qui sont au centre du tableau, et dont un certain nombre sont retrouvés dans les systèmes biologiques, et les autres non. Mais par contre, les autres ont des propriétés chimiques tout à fait intéressantes pour la catalyse chimique. Donc, l'intérêt de ces métaux, en fait, c'est qu'effectivement, ils vont avoir des états d'oxydation variables, ce qui va permettre de faire de la chimie redox, du transfert d'électrons, mais ils vont aussi avoir des propriétés d'activation de substrat de façon non redox, et donc notamment via la chimie de Lewis. Et puis, leurs propriétés physico-chimiques vont être modifiées par l'intervention de ligands qui vont venir grâce à la matrice protéique, de façon à modifier soit les potentiels redox, soit carrément toutes les propriétés chimiques. Et donc, ces métaux, du fait de leur introduction dans les protéines, vont conférer aux protéines des propriétés chimiques nouvelles et des fonctions chimiques nouvelles qui ne sont pas forcément accessibles uniquement en utilisant les 20 à 22 acides aminés connus dans les protéines. Donc, dans mon groupe à Grenoble, on s'intéresse essentiellement à des métalloprotéines qui vont contenir des centres fer-soufre, 2 fer de soufre, 4 fer 4 soufre, surtout 4 fer 4 soufre. Et j'ai l'habitude de dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les relations structure-fonction de ces métalloprotéines, de façon à pouvoir comprendre leur mécanisme et arriver à voir comment elles fonctionnent à l'intérieur. Et donc, les outils qu'on va utiliser, c'est essentiellement la cristallographie au rayon X. On va collaborer avec des collègues pour faire les analyses fonctionnelles, qu'on fait très peu au laboratoire. Et par contre, on complète toutes nos études avec des analyses par chimie théorique, de façon à pouvoir modéliser tous les phénomènes électroniques que l'on ne peut pas voir par la cristallographie au rayon X. Donc, au laboratoire, on est équipé pour pouvoir faire ce type d'études avec un certain nombre de boîtes à gants qui nous permettent d'exprimer les protéines sur lesquelles on va travailler, et de travailler du coup du gène jusqu'à la structure, avec notamment l'utilisation de robots de cristallisation pour pouvoir cribler les conditions de cristallisation, puisque vous savez certainement que la cristallisation, en fait, c'est l'étape limitante dans la plupart des études cristallographiques. Et plus récemment, on essaie de s'équiper sur les nouvelles techniques de biologie structurale, et notamment, vous avez aussi certainement entendu parler de l'avènement de la microscopie électronique, et donc on a mis en place un système
qui nous permet de préparer de façon efficace des grilles de microscopie électronique et donc de pouvoir effectuer des études par cryo et microscopie électronique des systèmes sur lesquels on travaille. Et on s'oriente aussi un peu sur la dynamique à l'intérieur de ces protéines. Et donc on a installé, récemment aussi un stop flow, un système de stop flow qui va nous permettre d'isoler les états précoces sur des réactions rapides. Voilà. Pardon. Donc un des intérêts entre guillemets philosophiques de ces protéines, et ce qui fait que moi j'ai choisi d'aller dans ce domaine de recherche, a été que en fait, les sites actifs d'un certain nombre de ces protéines sont très similaires à ce qu'on peut observer sur un certain nombre de surfaces minérales. Et M. Warthehauser avait proposé, il y a un certain nombre d'années déjà, une théorie sur l'origine de la vie grâce à des surfaces minérales, notamment en regardant les similarités entre le site actif des hydrogénases à nickel-fer ou de la carbone monoxyde déshydrogénase et l'acétylcoenzyme synthase avec un certain nombre de minéraux. Donc ici, on a la grégite, où on va retrouver des motifs qui ressemblent à des sangs de fer-soufre avec des insertions de nickel, ce qu'on va voir ici, ou alors la pyrite, qui va être capable de pouvoir fournir des électrons. Et donc, en fait, quand on regarde ces trois enzymes, elles vont être impliquées dans la voie de Wood-Lundahl qui permet en fait la fixation de CO2 en anaérobie. Et ces voies métaboliques sont proposées comme étant extrêmement anciennes et à l'origine du vivant. Les centres de fer-soufre. Donc, les centres de fer-soufre, ils peuvent être extrêmement variés. Les plus connus, ce sont les centres de fer de soufre et les centres 4 fer 4 soufre. Mais bon, je l'ai déjà un petit peu évoqué. On peut avoir des centres qui sont avec d'autres métaux de transition. Ils peuvent être beaucoup plus complexes. Et les deux dont je vais parler aujourd'hui sont le site actif de l'hydrogénase à fer-fer, qu'on appelle agrégat H ou H cluster, et donc plus particulièrement de cette partie de fer du H cluster, et puis le site actif de la nitrogénase, qu'on appelle FIMOCO, ici, qui est moi je considère comme un des cofacteurs organométalliques du vivant les plus aboutis en termes de fer-soufre. Donc, ce H cluster, il est responsable du métabolisme de l'hydrogène, et ce FIMOCO, il est responsable de la fixation de l'azote de l'atmosphère pour le réduire en NH3. Donc, je l'ai dit dans le titre, ces sites actifs ne vont pas s'assembler spontanément à partir de fer, de soufre, de carbone et d'hydrogène, mais en fait, ils ont besoin actuellement de machineries complexes qui vont les synthétiser progressivement et les insérer dans les apoprotéines de façon à leur conférer leur activité finale. Et dans ces deux cas, donc pour le H cluster et pour le FIMOCO, on retrouve des enzymes qui appartiennent à la famille des protéines qu'on appelle radical SAM. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on a travaillé ensemble avec Marc sur ces enzymes. Je pense qu'il a dû beaucoup en parler sur les précédents cours. Donc en fait, ces enzymes, c'est une très très vaste famille de protéines. On connaît plus de 120 000 séquences. Elles catalysent énormément de réactions chimiques différentes. On en connaît plus de 70, mais il en reste encore énormément à découvrir et caractériser. Et en fait, elles ont toutes le principe commun qu'elles vont utiliser un centre fer-soufre lié par un motif à 3 cystéines et pouvoir, sur ce qu'on appelle le fer unique, donc le 4e fer du centre fer-soufre, fixer une molécule de S-adénosyl L-méthionine, ou SAM, et sous la réduction par un électron du centre fer-soufre, être capable de pouvoir couper cette liaison entre l'atome C5', l'atome C5' ici de la partie adénosine et le sulfonium, de façon à générer une méthionine et un radical 5' déoxyadénosyl hautement réactif. Et ce radical va être utilisé par ces enzymes pour dans la plupart des cas, à arracher un atome d'hydrogène sur un substrat. Et c'est là où en fait, on va développer toute la variété de ces protéines, puisqu'en fait, le substrat peut être extrêmement différent d'une protéine à l'autre, et déclencher une réaction radicalaire, donc avec des intermédiaires à
à haut potentiel, je ne sais pas si c'est revenu, c'est bon, de haute énergie, et donc pouvoir franchir des barrières énergétiques et accéder à de la chimie tout à fait exceptionnelle, de façon à produire un produit avec une étape de terminaison qui est la partie la plus complexe actuellement à comprendre dans le domaine de l'étude de ces protéines. Donc, les enzymes dont je vais parler aujourd'hui, ça va être la protéine IDE et la protéine IdG, qui sont toutes les deux impliquées dans la synthèse du H-cluster, et la protéine NIFB, qui, elle, est impliquée dans la synthèse du FIMOCO. Donc là, ce sont les structures cristallines. Tout d'abord, l'hydrogénase. Donc, en venant sur l'hydrogénase à fer-fer, donc les hydrogénases, ce sont des enzymes qui sont capables de métaboliser l'hydrogène de façon réversible et produire deux protons et 2 électrons de bas potentiel. Elles ont suscité un énorme intérêt de la communauté des chimistes pour arriver à comprendre leur mécanisme, parce qu'en fait, elles utilisent, et notamment les hydrogénases à fer-fer, elles utilisent un système, donc le H-cluster, uniquement avec du fer, du soufre et carbone, azote et oxygène. Donc en soi, des éléments qui sont peu chers pour arriver à fabriquer un site actif qui est extrêmement efficace avec des taux de réaction qui vont être de plus de 50 000 réactions par seconde pour certaines de ces enzymes. Donc ici, vous avez la structure de l'enzyme de désulfuricance que nous avons résolu quand j'étais petit, avec le site actif qui en fait est enfoui au cœur de la protéine. Et en fait, on va avoir toute la matrice protéique va non seulement modifier les propriétés du site actif, mais aussi va pouvoir guider les chemins d'accès, donc des électrons via des centres fer-soufre, mais aussi l'accès des protons et de l'hydrogène. Et donc, la synthèse de ce centre H-cluster est effectuée en fait grâce à l'intervention d'une machinerie qu'on appelle la machinerie IDE. Et donc ici, vous avez un opéron dans la bactérie Desulfovibrio vulgaris, avec en fait essentiellement 3 protéines qui sont absolument indispensables pour arriver à fabriquer une hydrogénase active. Ça va être la protéine IG et la protéine I2 dont j'ai déjà parlé, qui sont des protéines à radical SAM, et puis la protéine IDF qui est une métalloenzyme aussi qui contient un centre fer-soufre et qui est une scaffold insertase. Elle n'utilise pas de chimie radicalaire. Ensuite, on a dans l'opéron d'autres protéines aux fonctions inconnues, mais qui ne sont pas indispensables pour arriver à synthétiser ce H-cluster. Donc en fait, si je résume en une seule diapo ce qu'on connaît de la façon dont est fabriqué ce H-cluster, on sait qu'en fait, il existe dans tous les organismes des machineries génériques d'assemblage des centres fer-soufre qu'on appelle de Iron Sulfur Cluster Assembly Machinery, mais il y a aussi le système, donc ça c'est ISC, mais il existe aussi SUF, le système SUF, qui va être responsable de l'insertion du centre 4fer4 soufre du H-cluster dans l'hydrogénase. Et ensuite, la machinerie IDE, elle va être responsable uniquement de la synthèse du centre à 2 fer. Et ce qu'on sait, c'est que IG va utiliser la tyrosine et va récupérer en fait le carbone et l'oxygène de la fonction carboxyle pour fabriquer les ligands monoxyde de carbone, et le C-alpha et l'azote de la tyrosine aussi pour fabriquer les ligands cyanure. Ce qu'on sait, c'est que les 2 atomes de soufre de la petite molécule pontante ici, qui est une déthiométhylamine, proviennent d'une L-cystéine, et les atomes de carbone de cette dithiométhylamine et l'azote proviennent de la L-sérine. Donc en fait, vous voyez, on va utiliser de la chimie radicalaire, on va utiliser en fait 3 acides aminés pour arriver à fabriquer ce site actif. Donc là, je vais juste évoquer très rapidement la protéine IDF parce que le professeur Marc Fontcave connaît beaucoup mieux ce système que moi et a beaucoup plus contribué à la compréhension de son mécanisme. Donc ce sont les résultats qui proviennent de son laboratoire. Donc en fait, la protéine IDF est capable de fixer
un site actif. Alors ça, c'était une expérience qui a été extrêmement élégante de pouvoir arriver à fabriquer un mimique ou un mime du site actif, du site à deux fers de l'hydrogénase et montrer qu'il était possible de l'introduire dans la protéine IDF et que la protéine IDF était capable de l'insérer dans l'hydrogénase de façon à produire une hydrogénase active. Et en fait, l'utilisation de ce composé, en fait, en utilisant des marquages spécifiques, a permis énormément de progresser dans la compréhension du mécanisme de l'hydrogénase en elle-même et donc de pouvoir booster les études sur le développement de catalyseurs bio-inspirés ou biomimétiques. Donc la structure a été résolue aussi ici, en fait. Et donc c'est un homodimère et avec deux centres de fer soufre qui se font face ici. Donc en fait, la protéine, elle est essentiellement responsable de ce qu'on connaît actuellement, de l'insertion. En fait, c'est une protéine d'échafaudage sur laquelle va être construit le site actif et ensuite elle va être responsable de son insertion dans l'hydrogénase. La protéine Ig. Donc la protéine Ig, elle ressemble énormément à une autre protéine à radical SAM qui s'appelle la 2-iminoacétate synthase ou TIH, qui est impliquée dans la synthèse du cycle de la thiamine. Et donc en fait, les deux enzymes ont énormément de similarités de séquence sur le domaine radical SAM. La différence majeure, en fait, c'est que la protéine Ig, elle contient une extension du côté C-terminal avec un motif riche en cystéine qui a été montré comme étant responsable de la fixation d'un second centre 4 fer 4 soufre. Donc en fait, ces deux protéines vont utiliser toutes les deux la L-tyrosine de façon à, grâce à la chimie radicalaire, à venir couper la liaison ici entre le C-alpha et le C-bêta de la tyrosine de façon à fabriquer transitoirement une déhydroglycine. La protéine TIH, elle s'arrête là, puisqu'elle va transférer cette déhydroglycine à un partenaire de façon à pouvoir ensuite récupérer le C-alpha et l'azote qu'on va retrouver dans le cycle thiazole de la thiamine. Et la protéine Ig, elle va poursuivre grâce à son extension ici. Elle va continuer à métaboliser cette déhydroglycine de façon à fabriquer les monoxydes de carbone et les cyanures qui vont être insérés dans l'hydrogénase. Et donc en fait, la première étape de coupure en déhydroglycine et en radical paracrésyl a été confirmée par la capacité d'un groupe aux États-Unis à capturer un intermédiaire réactionnel et à le caractériser par résonance paramagnétique électronique. Donc nous avons été capables de montrer d'abord que nous avons été les premiers à montrer que la L-tyrosine était le substrat. Et surtout, en fait, nous avons fait une construction, donc une chimère de Ig dans laquelle on a éliminé la partie C-terminale et on a pu montrer qu'effectivement, cette chimère, elle était stable, elle était active, elle était toujours capable de métaboliser la tyrosine, mais en fait, elle produisait uniquement la déhydroglycine. Donc la partie C-terminale était très vraisemblablement responsable de la poursuite de la réaction. Donc nous avons résolu plus récemment la première structure cristalline de la protéine Ig, donc à partir de l'organisme carboxydothermius hydrogénoformans. Et puis vraiment dans les quelques mois qui ont suivi, une équipe anglaise a résolu aussi une structure de Ig de Thermoanaerobacter italicus. Et enfin, nous, malheureusement, on n'a pas été capable d'avoir le deuxième centre fer soufre présent. Mais par contre, vous verrez que les deux structures sont identiques. Et par contre, nos collègues anglais, eux, ont pu avoir le deuxième centre fer soufre présent. Donc, la structure globale de ces protéines, c'est donc en rouge et bleu, ici, vous avez le domaine classique radical SAM avec un tonneau, parfois c'est un tonneau partiel défini par des brins bêta et entouré par des hélices, avec le centre 4 fer 4 soufre radical SAM qui chapeaute ça, avec la S-adénosine-méthionine fixée en dessous. Et donc on va avoir un électron qui va venir ici déclencher la réaction. Et donc la tyrosine, elle est vraisemblablement attendue pour se fixer ici. Et après, on a une large cavité qui permet de descendre là-dessus. Donc en fait, le travail de nos collègues anglais, en fait, nous avons analysé leurs données parce qu'ils avaient mal modélisé le ligand autour de leur centre fer soufre. Donc ce qu'ils avaient observé, c'est qu'il y avait un centre 4 fer 4 soufre avec un cinquième fer
et 2 molécules d'eau, et puis ils avaient mis une alanine, ils n'étaient pas sûrs de ce que ça pouvait être. En fait, en regardant bien, ça c'est la densité électronique à partir de leurs données. Ouais, c'est bizarre. À partir de leurs données cristallines, on voit très très clairement en fait, que ce ligand, dans le cas de cette structure, correspond à une homocystéine. Et l'homocystéine, elle provient très probablement de leurs conditions de cristallisation, dans lesquelles ils avaient mis un excès de S-adénosylméthionine au moment de la cristallisation. Et donc, l'homocystéine peut être un produit d'hydrolyse de cette SAM et qui a permis en fait, de stabiliser ce centre fer-soufre. Et en fait, nous, comme on ne l'avait pas mis de la même manière, en fait, nous, on avait dessalé la protéine. En fait, on a perdu ce 5e fer et donc le cluster 4 fer 4 soufre s'est débobiné. Et nos collègues américains, eux, ont testé l'homocystéine et puis son homologue, la L-cystéine, et ils ont pu montrer que en fait, l'activité est beaucoup plus importante quand on utilise la L-cystéine. Et donc, en fait, très probablement, donc on n'a pas de structure cristalline, mais très probablement, le deuxième centre, donc on appelle le cluster auxiliaire, correspond à cette structure avec une homocystéine qui va fixer via l'oxygène, l'azote et le soufre un atome de fer pour l'accrocher sur le centre 4 fer 4 soufre auxiliaire, et un ligand histidine qui vient aussi fixer cet atome de fer, et c'est probablement ici que se produit la réaction. Donc, quand on regarde la structure, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a un canal qui permet de traverser complètement la protéine de haut en bas. Et le plus probable, c'est effectivement d'avoir une transformation séquentielle, comme dans une chaîne de montage, de la tyrosine, qui va pouvoir accéder au site actif, être transformée dans la partie radical SAM, ou SAM radical, et puis produire la déhydroglycine qui va descendre pour être transformée en cyanure, puis en monoxyde de carbone, vers le deuxième centre, le centre auxiliaire. Donc effectivement, nous, ce qu'on a proposé, c'est une enzyme à trois fonctions, avec 3 sites actifs, qui vont être séquentiellement dans cette cavité. Donc si on regarde la première partie, donc, pendant très longtemps, on n'a pas été capable de cristalliser la protéine en complexe avec la tyrosine. Alors là, très récemment, et c'est quelque chose que nous n'avons pas encore publié, nous avons été capables de cristalliser la protéine TIH, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très homologue pour la partie radical SAM à IG, en complexe avec la L-tyrosine. Et donc, en fait, on voit ici la structure cristalline. Donc, vous avez la L-tyrosine qui fait face donc ici, c'est de la SAH, c'est une molécule qui va mimer la S-adénosylméthionine. Et donc, l'atome C5' qui va porter le radical est juste en face de cet atome d'azote, ce qui nous permet de proposer le mécanisme suivant, où on va avoir activation de la L-tyrosine par le radical 5'-déoxyadénosyl sur l'azote, qui va induire la coupure de la liaison C-alpha-C-bêta de la L-tyrosine, produire le radical paracrésyl qui a été détecté par résonance paramagnétique et électronique, et cette déhydroglycine. Donc ensuite, cette déhydroglycine, elle va descendre, et en fait, dans les deux structures cristallines, on observe qu'on a une petite barrière ici qui va en fait séparer le réseau de molécules d'eau entre celui qui est présent dans la partie radicale SAM et celui qui est sur le bas de la cavité. Donc en fait, on a un réseau indépendant ici. Et ce que nous pensons, mais alors par contre, pour l'instant, c'est difficile d'accès en termes expérimentaux et du coup, on n'a pas vraiment de preuves pour ça. Mais ce qu'on sait, c'est que si on élimine le centre auxiliaire, on est quand même capable de produire du cyanure, mais pas de monoxyde de carbone. Donc on pense que la métabolisation de la déhydroglycine se produit dans cette région. Ce que nous avons pu montrer aussi par marquage isotopique et spectrométrie de masse, c'est qu'en fait, si on n'a pas ce centre fer-soufre, on va former du formate, et donc on propose un intermédiaire formyle avec une charge négative sur le carbone. Et donc le dernier site, en fait, va être le site auxiliaire sur lequel on va pouvoir former le monoxyde de carbone, très vraisemblablement ici. Et donc là, par contre, ce qui a été montré de la même manière par nos collègues américains, c'est en prenant l'enzyme, en mettant un équivalent de tyrosine, faire donc un seul turnover,
ils ont été capables, à partir de ce site caractérisé par spectroscopie RPE, d'obtenir un intermédiaire qu'ils ont appelé complexe A, dans lequel on a un ligand monoxyde de carbone et un ligand cyanure fixé sur l'atome de fer. Et si, en partant de cette molécule, cette IG qui contient le complexe A, ils rajoutent une tyrosine, une SAM et ils refont un turnover de réaction, de produire ce qu'ils ont appelé complexe B, qui est un atome de fer lié à la cystéine et 2 monoxydes de carbone, un cyanure, détaché du centre 4 fer 4 soufre avec le cyanure, le deuxième cyanure qui va être fixé sur l'atome de fer, et par marquage isotopique, de la même manière que ce qui avait été fait pour l'hydrogénase, pour le site actif global. Ils ont été capables de montrer qu'en fait, en marquant le soufre de la cystéine, le fer unique ici, et le carbone, l'oxygène et l'azote et le carbone ici, on retrouvait les marquages dans l'hydrogénase, confirmant que en fait, ce produit est un précurseur qui va pouvoir aller synthétiser le H-cluster. Donc, ça, c'est la protéine IG. Maintenant, la protéine IDE. La protéine IDE, au départ, IG faisait les cyanures et les monoxydes de carbone, donc IDE, elle devait faire le reste, puisqu'il n'y avait besoin que de ces 2 enzymes pour faire le tout. Donc, historiquement, on s'est concentré sur une activité autour de la production de la dithiométhylamine. Et en fait, on a eu, tout au long des études sur la protéine IG, une histoire entre IG et le soufre, et vous allez voir que ce n'est pas fini, en fait. Donc la première raison qui suggérait ça, c'est que dans les bases de données, au moment de la découverte du système IDE, les IDE étaient annotés comme des biotines synthase. Biotine synthase, c'est une autre protéine radicale SAM qui est responsable de l'insertion d'un atome de soufre entre 2 atomes de carbone. Donc on a commencé comme ça. Nous avons résolu la structure très rapidement en fait, après la découverte de la machinerie IDE. Donc là, on a un domaine radical SAM classique aussi, avec le tonneau, le centre 4 fer 4 soufre au sommet. Pas de domaine supplémentaire, beaucoup plus simple. Et par contre, on a une cavité qui, elle aussi, va courir de haut en bas avec le centre fer soufre ici, la SAM, et la cavité qui descend, et avec, en fait, on a observé 3 sites de fixation d'anions dans lesquels on pouvait, donc on a fait des marquages au brome et à l'iode, ici c'est les marquages à l'iode, où on a pu montrer que ces 3 sites sont capables de fixer des anions, et spécifiquement, ce site qui est le plus éloigné de la partie radicale SAM peut fixer aussi une molécule de thiocyanate. Donc là, on se disait, ah, thiocyanate, super, SCN, on est presque sur la dithiométhylamine, hein, je vous montre là, SCN, super. On a fait de la mutagénèse dirigée sur cette cavité et on a pu montrer que un certain nombre d'acides aminés qui étaient autour de là où on s'attend à avoir un substrat, on affectait l'activité de l'enzyme. Mais par contre, si on mutait autour de ce site SCN, cyanure, thiocyanate, excusez-moi, on avait aussi un effet sur l'activité de I2, sur sa capacité à produire un site actif d'hydrogénase. Donc on se retrouve dans une situation similaire à IG avec potentiellement un système de chaîne de montage progressif. Donc pendant très longtemps, on a cherché ce que pouvait être le substrat. Nous, on a utilisé essentiellement la cristallographie, la modélisation, donc l'accostage moléculaire, avec des bases de données qui contenaient tout le métabolisme de Escherichia coli, parce qu'on savait que si on exprimait ces protéines dans Escherichia coli, on était capable de maturer une hydrogénase, donc le substrat devait être présent dans Escherichia coli. Bon, ça a été un peu l'échec. Par contre, on a trouvé toute une famille de molécules là, qui sont des thiazolidines et puis des thiazinanes, donc des cyclas 5 ou des cyclas 6, qui sont capables de se fixer à la protéine. Donc là, vous avez toutes les structures cristallines avec la densité électronique correspondante, donc pour bien vous montrer que les ligands sont bien fixés dans la cavité, avec les modèles. Et on était capable de faire varier un petit peu les ligands autour de ce cycle. Et on a toujours cet atome de soufre. Donc voilà, on a cet atome de soufre. Et puis on a le C5' qui est juste en face de cet atome de soufre. Donc on s'est dit, essayons de voir si on peut faire une réaction
avec cette molécule. Et effectivement, on incube la protéine avec une thiazolidine, et puis de la SAM, et puis un réducteur. Et parce on fait les cristaux à T0, puis on fait les cristaux après réaction. Et on a observé, donc ici, on a marqué spécifiquement la thiazolidine, on a remplacé le soufre par un atome de sélénium, et on a observé la formation d'une liaison entre le C5' ici et le soufre là. Donc on a fabriqué ce qu'on appelle une SAC et non plus une SAH, c'est-à-dire une S-adénosyl L-cystéine et non plus homocystéine. Donc on a lié ces deux atomes, production de la méthionine et puis disparition de cette partie-là avec réapparition de l'ion chlorure qu'on avait observé dans les formes vides. Donc on a vérifié qu'in vitro, on avait la même chose que ce qui était dans les cristaux. Donc effectivement, on a utilisé différentes thiazolidines et puis on a la SAC qui est formée de façon efficace. Et on a fait de la cristallographie entre guillemets résolue dans le temps. Alors je dirais entre guillemets parce qu'en fait, comme la réaction était très lente, c'était facile. Il suffisait de déclencher la réaction avec un réducteur en trempant les cristaux dans une solution qui contenait le réducteur, et puis on le congelait à différents temps, entre quelques secondes et 45 minutes. Et donc là, ce qui est représenté ici, alors c'est toute la puissance de la cristallographie quand on va faire ce type d'étude, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des cartes double différence, où on va soustraire le T0 au temps T, et on va voir apparaître non plus les erreurs du modèle, mais on va voir ce qui s'est transformé entre deux cristaux. Et donc on va avoir donc en rouge tout ce qui a disparu entre les deux temps de réaction, et en vert tout ce qui est apparu. Et donc on voit, et donc c'était essentiellement concentré dans cette zone. Je n'ai pas représenté toute la protéine, mais je vous prie de me croire que sur le reste, la structure ne bouge pas. Et donc en fait, on voit un effet de transformation du sang de fer-soufre suite à la réduction. Donc en fait, ça, c'est quelque chose, vu qu'on a des données à très haute résolution, on a vu ça. Quand on réduit le sang de fer-soufre, il a tendance à gonfler un tout petit peu. Et on voit la SAM qui est en train de se couper avec la méthionine qui se forme, et puis le cycle, vous voyez très bien ici, le cycle ribose de la partie 5'-déoxyadénosyl qui est en train de quitter sa position SAM pour aller s'attaquer ici. Et on voit disparaître cette partie-là. Et de la même manière, on voit apparaître en fait l'ion chlorure. Donc en congelant à différents temps, on a vu progressivement la thiazolidine disparaître et la SAC se peupler. Voilà, et donc c'était extrêmement linéaire, donc on avait une réaction qui était très intéressante pour ça. Par contre, on ne savait pas ce qu'était devenu le petit morceau dont je dis qui disparaissait. Donc la synthèse des thiazolidines, c'est très simple, en fait on prend du pyruvate, enfin en fait normalement on prend une cétone ou un aldéhyde, et on le combine avec la L-cystéine et on forme une thiazolidine entre le soufre, l'azote et puis ce carbone. Donc on a fabriqué une thiazolidine qu'on a marquée au carbone 13 uniquement sur le méthyle ici, et on a fait une étude par RMN où on a regardé l'évolution de cette thiazolidine, et on a pu montrer en fait qu'on a apparition de pyruvate. Donc en fait on a libéré du pyruvate au moment de la formation de la SAC, et donc ce pyruvate est sorti de la cavité et un ion chlorure l'a remplacé. Donc en fait, je vous avais évoqué qu'on utilise de la chimie théorique aussi pour compléter nos mécanismes. Donc on a fait avec ma collègue Patricia Amara et puis Jean-Marie Muesca au CEA toute une étude du mécanisme, et on a pu en fait montrer qu'on avait une réaction concertée de transfert d'électrons vers... donc en fait, on a un alignement parfait ici. Donc on a un transfert d'électrons vers le sulfonium, coupure de cette liaison, transfert du radical vers le soufre et coupure de cette liaison. En fait, structurellement, on voit bien que c'est aligné, et en fait, les calculs confirment parfaitement qu'on a un mécanisme concerté. Bon, ça ne répond pas à ce que fait I2. Par contre, ce qui se passe, c'est quand on regarde la thiazolidine et quand on regarde le complexe B, le produit de IJ, on voit quand même un certain nombre de similarités, et notamment la présence de la cystéine. Et donc en fait, c'est ce qui s'est avéré être vrai. Donc mes collègues aux États-Unis, donc ça c'est le professeur Thomas Rockfuss à l'Université of Illinois, qui a synthétisé un complexe B
enfin un analogue du complexe B synthétique, un complexe B synthétique, et en utilisant la résonance paramagnétique électronique et en faisant un certain nombre de marquages, ils ont été capables de montrer que le complexe B était transformé dans I2 par la fixation de l'atome C5' sur le soufre, exactement comme ce que nous avions vu avec la thiazolidine, et que cet intermédiaire radicalaire paramagnétique ici évolue, donc ça c'est à 10 secondes, et au bout de 10 minutes, il évolue entre quelque chose d'autre, en quelque chose d'autre, et après, ce qui devient, ça c'était la question. Donc nous avons contacté quand ils ont publié cette étude l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi, et ils nous ont fourni le complexe B synthétique, et nous avons pu cristalliser la protéine en complexe avec ce complexe B synthétique. Donc nous avons pour la première fois ici la structure réelle de ce complexe B avec sa stéréochimie. Donc on a bien les trois hétéroatomes de la cystéine qui coordonnent le fer, le cyanure qui est en transe du soufre, et puis les 2 ligands monoxyde de carbone. Quand il avait synthétisé B, il savait pas. Il n'y avait pas de structure. Il supposait que c'était ça, mais... Ouais, et il ne savait pas si l'oxygène ici était accroché au fer ou pas. Donc ça, c'est vrai que ça nous a permis... Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. J'ai pas de chance. Alors attendez, il faut que je revienne. Donc ça, c'est le complexe B dans la cavité, avec tous les acides aminés autour. Alors en fait, ce qui était très intéressant, c'est d'abord ce qu'on avait vu avec la thiazolidine et puis ce qu'on avait pu voir par mutagénèse dirigée lorsqu'on avait résolu la structure au départ sans connaître le substrat, c'est que les acides aminés qu'on avait ciblés, effectivement, ce sont ceux qui interagissent avec le complexe B. Et on a effectivement le C5' qui est juste en face du soufre du complexe B. Donc on a déclenché la réaction, on a fait la même chose, on a utilisé un marquage du complexe B synthétique au sélénium. On observe la formation de sacs. Donc on a bien accrochage du C5' sur la partie cystéine du complexe B synthétique. Par contre, et donc on retrouve exactement le même type d'alignement que ce qu'on avait. Donc cette partie du mécanisme, finalement, ce qu'on a fait avec la thiazolidine permet d'expliquer comment ça se passe. Sauf que la différence, c'est que dans la thiazolidine, derrière, c'est un carbone, alors qu'ici, c'est un atome de fer qui passe de fer 2 à fer 1. Donc il n'y a pas le même phénomène sur le reste de la partie de la réaction. Alors, on a essayé de faire exactement la même chose, la réaction dans les cristaux, pour essayer d'avoir l'intermédiaire qui a été caractérisé par RPE à 10 secondes, à 10 minutes. Rien, absolument rien du tout. Par contre, ce qu'on a été capable de faire, c'est de déclencher la réaction en solution, purifier la protéine, cristalliser, et là, dans le fond de la cavité, là où je vous avais dit qu'on avait trouvé du thiocyanate, on a observé une espèce ici, qui est présenté ici, qui contient un atome de fer. Donc en fait, l'atome de fer, on l'a caractérisé, on est sûr, parce que ce qu'on a fait, c'est en fait, quand on va sur un synchrotron, on peut choisir les longueurs d'onde avec lesquelles on va éclairer notre échantillon. Et si on prend les 2 énergies qui vont juste être autour de ce qu'on appelle le seuil d'absorption d'un élément particulier, on va être capable, dans un cas, d'avoir un signal spécifique qui s'appelle le signal anomale, et dans l'autre cas, de ne plus l'avoir. Et donc, en jouant juste sur ces énergies, on est capable de montrer que là, c'est un atome de fer, ou là, c'est un atome de nickel, ou un cuivre, ou un manganèse, ou n'importe quoi. Ça, c'est extrêmement puissant pour ça. Et donc ici, on a un signal spécifique pour du fer. Un signal spécifique pour du fer. On a des densités électroniques allongées pour les ligands monoxyde de carbone et cyanure. Et puis, on avait une densité ici qu'on a essayé d'identifier. On avait modélisé ça quand on a publié par un ion chlorure. On a essayé de faire l'expérience avec le sélénium, parce que le sélénium, on peut aussi le caractériser par son signal anomale spécifique. C'est clairement pas du soufre, c'est pas du sélénium. Par contre, là, on a réussi à refaire l'expérience en augmentant l'occupation de cette espèce. Donc là, on avait 30%, là maintenant on arrive à monter à 60% d'occupation. En fait, ici, ce n'est pas un ion chlorure, c'est une molécule d'eau qui vient se fixer sur l'atome de fer. Et ce qui est tout à fait surprenant, par contre, c'est que cet atome de fer, son dernier ligand, c'est le thioéther
d'une méthionine strictement conservée. Et donc on a une coordination, un fer pentacoordonné en bipyramide à base trigonale. Et ce que nous proposons comme produit potentiel de I2, c'est cette même espèce avec un soufre en fait, qu'on aurait perdu dans le processus, parce que cette espèce avec le soufre est probablement instable. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse confirmer. Et donc maintenant, si on revient sur la protéine I2, en fait, on a la même chose que dans IG. On a sur le côté ici un chemin d'accès qui permet l'entrée du complexe B sur la cavité radicale SAM. Ensuite, on a le site de fixation du complexe B pour sa transformation par chimie radicalaire. Et on a probablement l'élimination du produit par le bas du tonneau. Et en fait, nous avons obtenu une structure cristalline dans laquelle, en fait, vous voyez ici, il y a une petite flèche verte, là, c'est un petit brin qui vient en fait coiffer par le bas le tonneau défini par les brins bêta et qui vient le fermer. Et en fait, on a une structure dans laquelle on avait essayé de faire de la réactivité où on voit ce brin-là se désordonner et ouvrir la cavité. Et donc, en fait, avec l'ion chlorure du site S3, là où on avait le thiocyanate, qui était à l'intérieur, qui passe à l'extérieur, et avec un certain nombre... Là, on a 2 résidus arginines qui, si on les mute, on perd l'activité de I2, et donc on propose que en fait, ces 2 arginines vont être impliquées dans le transfert du produit. Et en fait, si on regarde bien la cavité, à tous les stades, on a des systèmes avec des arginines pour venir tenir le soufre. Et donc, on a très très probablement un lien très fort entre IDE et la chimie du soufre. Voilà, c'est là où ce qu'on propose, c'est un chemin directionnel pour le produit. Voilà, donc ça c'était pour l'hydrogénase. Maintenant, je vais passer à la nitrogénase. Donc la nitrogénase, acteur majeur du cycle de l'azote, donc qui va être capable de fixer l'azote, le diazote de l'air en ammoniac. C'est une liaison qui est extrêmement stable, donc extrêmement difficile à réduire. Gros enjeu sur la production d'engrais azotés. Le principe majeur pour pouvoir faire cette réaction, c'est le principe Haber-Bosch où on va combiner de l'hydrogène avec de l'azote à haute température et haute pression, très coûteux en énergie. Et en fait, on a en parallèle, chez un certain nombre de micro-organismes qui vivent dans le sol ou qui vivent en symbiose avec les racines d'un certain nombre de plantes, une enzyme qui va faire la même réaction, alors tout aussi coûteuse en énergie, mais à pression normale et température ambiante. Vous voyez, c'est 16 molécules d'ATP pour la fixation d'une molécule de diazote, donc c'est extrêmement cher. Donc voilà, cette enzyme extrêmement importante. Elle est composée de 2 parties. La partie qu'on appelle iron protein, qui est la partie réductrice, qui va hydrolyser l'ATP pour pouvoir permettre la production d'électrons de bas potentiel sur un centre fer-soufre qui est à l'interface entre 2 monomères de iron protein. Et puis la partie catalytique, la dinitrogénase en elle-même, qui contient 2 centres fer-soufre très particuliers. Donc ici, on a un centre 4 fer 4 soufre classique. On a ici ce qu'on appelle le P-cluster. Donc le P-cluster, c'est un centre 8 fer 7 soufre qui va servir de relais entre la H-protéine et le site actif, de façon à faire transiter les électrons. Propriété très particulière, il peut recevoir 2 électrons successifs. Et là, c'est ce que j'avais déjà évoqué, le site actif en lui-même, le FIMOCO, qui est constitué de 7 atomes de fer, 9 soufres, un carbure central, un atome de molybdène, un homocitrate et puis 2 ligands protéiques. Et c'est là que se fait la réaction. Donc ce FIMOCO, il ne se fait pas tout seul. Il faut une machinerie extrêmement complexe. Il y a plus de 12 protéines qui sont impliquées. Le principe, il est assez résumé sur cette diapositive. Donc en fait, on va avoir une cystéine désulfurase qui va utiliser la L-cystéine pour pouvoir extraire les atomes de soufre.
un donneur de fer, qui vont travailler avec la protéine NIFU, qui est une protéine d'échafaudage, de façon à former des centres de fer de soufre, qui vont être combinés en centres 4 fer 4 soufre. Ces centres 4 fer 4 soufre vont être transférés à la protéine NIFB, qui va les fusionner, va introduire l'ion carbure, et ensuite donc, va fabriquer ce qu'on appelle le NIFBICO. Et ce NIFBICO, il va être transféré à une autre protéine d'échafaudage, NIFEN, ici, qui va travailler avec un certain nombre d'autres protéines de la machinerie NIF, de façon à pouvoir introduire le molybdène, le mocitrate, fabriquer le FIMOCO et ensuite le transférer vers la nitrogénase. Donc en fait, quand on regarde cette machinerie, en fait, nos collègues, parce que c'est un projet qu'on a en collaboration avec des collègues en Espagne, ils ont été capables de reconstituer tout ce système in vitro en utilisant un système minimal d'enzymes purifiées. Et l'enzyme clé de ce système, vous vous doutez que c'est la protéine NIFB, parce qu'en fait, elle va faire la réaction de production d'un carbure et fusion de 2 centres fer soufre. Donc c'est extrêmement compliqué d'un point de vue chimique. Donc, ça, je viens de le dire, elle va aussi, dernière étape, elle va aussi introduire le 9e atome de soufre. Donc en fait, en gros, elle va quasiment tout faire, à part mettre le molybdène. Ce qui est surprenant, c'est que cette protéine, elle fait moins de 300 acides aminés, donc elle est extrêmement petite. Elle est capable de fixer 3 centres 4 fer 4 soufre, et dont 2 qui sont les substrats qui vont être fusionnés pour fabriquer le NIFBICO. Il faut 2 molécules de SAM, puisque la première molécule de SAM va transférer un méthyle de façon très classique par méthyltransférase, de façon à donner la source de carbone pour le carbure. Et la deuxième molécule de SAM, elle va servir à la chimie radicalaire, SAM radical, pour produire le carbure à partir de ce méthyle. Donc en fait, quand on réfléchit sur le papier, on dessine un peu ce qui doit se passer comme réaction, on se dit ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de changements, de réarrangements structuraux. La protéine, elle va être compliquée à cristalliser. Effectivement, on a mis plus de 10 ans à arriver à obtenir un cristal. Donc le mécanisme qui avait été proposé avant la structure, c'était le suivant. On avait ce qui avait été appelé par nos collègues aux États-Unis le K-cluster, c'était deux centres 4 fer 4 soufre proches mais pas liés, qui vont, donc K1 ici et K2. K2 est capable de fixer sur un de ces atomes de soufre un méthyle de la SAM. Ensuite, on a la chimie radicalaire. On va commencer par arracher un atome d'hydrogène. On va faire un radical. On a derrière un centre redox, donc on peut arriver à faire quelque chose de tout à fait intéressant, de façon à pouvoir éliminer facilement 2 protons et fusionner ces 2 centres fer soufre. Voilà. Donc ça, c'était l'ordre de la réaction tel qu'il était compris. Donc on a réussi en 2020 à résoudre la structure de la protéine NIFB en complexe avec uniquement 2 des 3 centres 4 fer 4 soufre. Le cluster, enfin l'agrégat radical SAM et K1. Donc en fait, si on regarde la structure, effectivement, je vous avais dit, elle est toute petite. On n'a pas un tonneau complet, on a les hélices autour, on n'a pas grand-chose en fait, en gros. Une petite extension en N-terminal, une toute petite extension en C-terminal. Alors en plus, dans la structure, on ne la voyait pas parce qu'elle était désordonnée, mais très courte, une quinzaine d'acides aminés. Et voilà. Non, 29 acides aminés. Et on n'avait aussi pas de SAM fixé, malgré le fait qu'on a essayé de nombreuses fois de co-cristalliser la protéine avec des excès différents de SAM, de SAH, toutes les techniques qu'on pouvait avoir en main pour essayer d'avoir une structure avec ce ligand. Rien du tout. Et voilà, et je dis uniquement K1, K2 était absent. Par contre, ce qu'on a observé, et ça c'était très surprenant, c'est une boucle qui est insérée juste après le motif à 3 cystéines qui fixe le cluster radical SAM, qui est assez, pas très très longue, mais qui fait une quinzaine d'acides aminés et qui n'est présente dans aucune autre protéine radical SAM. Et elle est insérée dans la cavité. Donc en fait, en gros, on ne pouvait pas accéder à la cavité parce qu'il y a cette boucle. Donc si on regarde le cluster K1, K1 il est fixé ici. Il a 2 ligands qui proviennent d'acides aminés qui sont dans les brins
du tonneau, donc ils sont bien ancrés, K1 il est bien ancré dans la protéine, et il a un troisième ligand qui provient en fait de cette petite extension N-terminale. Donc ici en fait on va avoir celle-ci, la C29 ici, qui vient fixer le centre fer-soufre. Et on a un quatrième ligand qui est un acide glutamique ici. Je reviendrai sur ce ligand parce qu'en fait ce ligand il provient de la petite boucle d'insertion dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc sur la base de cette structure, il nous semble qu'effectivement K1 doit se fixer en premier et K2 va venir dessus pour le coiffer et avec cette petite extension N-terminale qui devrait permettre de le protéger. Bon, j'ai déjà dit, pas de SAM. Par contre, on a une quatrième cystéine à la place de là où devrait se fixer la SAM. Et en fait, là, pareil, c'est la densité électronique telle qu'observée. Donc, vous reconnaissez peut-être ici l'acide glutamique 65 qui va se lier à K1. Et en fait, là, on a la cystéine 62. En fait, c'est la petite boucle qui est rentrée dans le site actif. D'un côté, elle est accrochée K1 et de l'autre côté, elle est accrochée le cluster radical SAM. Alors, il est à noter qu'en fait, ces deux acides aminés ils sont strictement conservés dans les NIF B. Par contre, si on si on élimine cette boucle de la structure qu'on a pu résoudre, on retrouve tous les marqueurs structuraux pour la fixation de la SAM. Et en fait, là, on a juste pris une protéine radicale SAM qui avait une SAM fixée, on l'a superposée et on a une fixation quasi identique à ce qu'on aurait dans toutes les protéines radicales SAM, et on retrouve toutes les interactions classiques qu'on a de partout. Donc effectivement, la cavité elle est quand même prédéfinie pour arriver à fixer la molécule de SAM. Par contre, que la protéine, je vous avais dit, elle est toute petite, puis en analysant toute la cavité, on n'a pas d'autres sites possibles de fixation de la molécule de SAM. Donc le plus probable, en fait, c'est que les deux molécules de SAM se fixent au même endroit. Une va d'abord transférer le méthyle, avec un mécanisme qui reste à déterminer, et la deuxième va permettre de faire la chimie radicalaire. Alors là, on n'a pas de souci, parce qu'au niveau structural, c'est tout à fait logique. Et donc après, on a cette petite extrémité qui est manquante, mais en fait, si on regarde d'autres protéines à radical SAM qui contiennent des agrégats fer-soufre additionnels, notamment celle-ci, on voit qu'effectivement, ils vont tomber à peu près dans la même région, donc un tout petit réarrangement permet de venir modéliser K2 au-dessus de K1. Et potentiellement en capacité d'aller arracher le méthyle de la première molécule de SAM. Et donc je vous ai parlé de cette boucle. Donc cette boucle très intrigante, elle fait le lien entre les deux centres fer-soufre que nous avons, elle vient s'insérer à l'intérieur de la cavité, elle empêche toute réaction, et elle a deux acides aminés qui sont extrêmement conservés. Et donc, on a voulu tester le rôle de cette boucle et notamment de ces deux acides aminés. Donc, regarder la fusion de clusters et l'insertion d'un ion carbure in vitro, ce n'est pas vraiment possible. Donc, le plus simple, c'est de regarder de façon plus générale la capacité de NIF-B à maturer le site actif de la nitrogénase. Donc, c'est le test fonctionnelle qu'on fait. Et en fait, la nitrogénase, elle est capable de métaboliser l'azote, mais elle est capable de métaboliser l'acétylène aussi. Et donc ça, c'est une réaction qui est beaucoup plus simple pour pouvoir faire des analyses fonctionnelles in vitro, notamment pour pouvoir cribler des mutants. Donc, on a vérifié que l'enzyme elle était active, et puis on a fait un certain nombre de mutants de différentes positions. Et en fait, ce qu'on voit, c'est effectivement que cette cystéine et cet acide glutamique, en fait, ils ne vont pas tuer l'enzyme, mais par contre, ils vont énormément baisser sa capacité à maturer la nitrogénase. Donc il y a plusieurs possibilités. Ils interviennent dans le mécanisme en tenant les clusters. La cystéine, elle peut médier le méthyle pour l'amener d'un site à un autre. Enfin, des différentes hypothèses. Et en fait, quand on a regardé un peu plus en détail au niveau du test, la capacité de l'enzyme à produire de la SAH, donc transfert de méthyle, et la capacité à cliver de la SAM. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que sur le sauvage, on a à peu près 2 5'-déoxyadénosyl produits par SAH. D'après ce qui est attendu dans le mécanisme tel qu'il était proposé, on a un petit peu de coupure futile de SAM en 5'-DA, mais très peu. Ou bien il y a effectivement vraiment 2 SAM qui sont utilisés pour faire de la chimie radicalaire. Et il y a un certain nombre de mutants qui restent sur ce rapport. Et par contre, en fait, on va avoir sur ces deux, l'acétylcystéine et cet acide glutamique, on va avoir une activité SAH et donc transfert de méthyle qui est légèrement affectée, mais pas énormément. Par contre, ce qu'on voit,
c'est qu'on va être capable de cliver de la SAM sans aucun contrôle. Et en fait, ce qu'on pense, du coup, c'est que ces deux acides aminés-là, ils sont extrêmement importants parce que l'enzyme, elle se bloque tant qu'elle n'a pas K2 pour que la SAM puisse venir se fixer et qu'on puisse réceptionner le méthyle. Et parce que sinon, en fait, la protéine, elle est toute simple. Elle va ne faire que cliver de la SAM pour fabriquer du 5'DA et elle va gâcher les molécules de SAM qu'elle aura à disposition. Et donc, c'est pour ça que finalement, elle devient pas efficace, mais elle n'est pas morte parce qu'elle peut quand même travailler. Voilà, donc effectivement, on a des rapports qui sont extrêmement augmentés. Suite à nos travaux, en fait, on a nos collègues compétiteurs aux États-Unis qui ont résolu aussi une structure de protéines de NIF-B. Alors eux, ils ont publié, c'était dans Angevant, c'était l'année dernière, et ils ont crié haut et fort, on a, nous, toute l'histoire avec les 3 clusters à l'intérieur. Et donc ça, ce sont les figures de leur article avec les K-cluster qui est K1 et K2 et la densité correspondante. Et puis, ça, c'était en image de l'article. En fait, rien que si vous regardez là, pour un structuraliste, vous allez voir qu'il y a des problèmes de distance, des problèmes de géométrie et des problèmes de mauvais contact. En fait, ça, c'est juste impossible. En termes de réalité, là, il y a des atomes qui sont en train de s'interpénétrer, en fait, et il y a des liaisons qui sont à 30 degrés ou à 40 degrés, alors qu'elles devraient être à 109 degrés. Donc là, il y a un vrai problème de géométrie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré leurs données et on a réanalysé. Donc en fait, quand on fait une structure cristalline, on est obligé de déposer dans une base de données qui s'appelle la Protein Data Bank les modèles structuraux avec les coordonnées et puis les données cristallographiques qui ont permis de calculer les cartes de densité électronique et de faire les affinements correspondants. Donc en récupérant leurs données, on a réaffiné le modèle qu'ils avaient. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas du tout ça. En fait, la densité électronique, elle s'explique beaucoup mieux si on introduit de la géométrie correcte. Elle s'exprime beaucoup mieux par une fusion déjà faite de deux centres fer-soufre. Donc K-cluster, ce n'est pas deux clusters K1 et K2 qui sont juste à côté l'un de l'autre, ça c'est quelque chose qui existe transitoirement. Le K-cluster, c'est une vraie espèce qui est déjà fusionnée. Donc voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Et en fait, quand on regarde un peu plus en détail notre réaffinement, donc là on rentre beaucoup mieux dans la densité électronique qui restait, et en fait on a quelque chose qui ressemble au P-cluster. Et le P-cluster, c'est le deuxième centre fer-soufre de la nitrogénase qui permet de faire le relais entre la protéine, la iron protein, et la nitrogénase, le FIMOCO. Et ce P-cluster, je ne sais pas si ça revient ou ça ne revient pas, ce P-cluster, voilà, en fait, il est synthétisé par fusion de deux centres 4fer4 soufre, par réduction. Et en fait, la cristallisation qu'ils ont effectuée, c'est une cristallisation en présence d'excès de réducteurs. Ça a pris du temps, parce que la cristallisation, c'est souvent long. Et ce qu'on suppose, parce qu'eux, ils n'ont pas voulu répondre à nos sollicitations, c'est qu'ils ont formé ce K-cluster et qui a été piégé, qui a permis la cristallisation. Et en fait, quand on superpose la structure du P-cluster avec le K-cluster, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette fois-ci, maintenant, avec ce modèle, on a la position des ligands qui sont quasi identiques. Donc on a effectivement la même géométrie, donc très très probablement le même type de molécule. Et ce qui est différent finalement entre le P-cluster et notre K-cluster, c'est que dans le cas du K-cluster, on a un soufre supplémentaire ici qui va ponter deux atomes de fer. Et cet atome de soufre, en fait, il va pointer vers le méthyle de la SAM. Et donc ce qu'on pense, c'est que dans la séquence des événements, on va avoir une réduction, et ça avait été montré, il fallait réduire tous les clusters avant de pouvoir transférer le méthyle, et même avant de pouvoir fixer la SAM dans la protéine. Donc on a la fusion qui se produit, enfin une première fusion qui se produit, avec production d'un soufre
qui va être pontant, qui va pointer vers le méthyle, qui va être le récepteur de ce méthyle, et ensuite, lui, il aura le méthyle qui sera idéalement placé pour pouvoir faire la chimie radicalaire, parce que ça va encore plus le rapprocher de la partie SAM radicale. Et le fait qu'on va avoir un SC va permettre à un moment donné d'éliminer les protons, et donc de pouvoir créer ce carbure qui va venir s'insérer et finir la transformation. Et en fait, ce qui est assez intéressant, alors est-ce qu'on le voit bien? Non, aussi on le voit ici, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de grands changements structuraux finalement. Les gros changements structuraux, ils vont provenir du fait que l'extrémité C-terminale, elle va devoir bouger pour pouvoir apporter le deuxième cluster. Mais tout est en place déjà pour le premier. Et ensuite, on va avoir, au moment du réarrangement, en fait, on va avoir un ligand d'un côté, un ligand de l'autre. Les autres vont se détacher, mais sans vraiment beaucoup se déplacer. C'est finalement le cluster qui va bouger à l'intérieur. Et la protéine, elle est déjà préformée, elle ne va quasiment pas bouger. Et le dernier ligand, il est sur ce domaine-là, qui est flexible et qui va permettre, en fait, par le fond du tonneau, de venir apporter le dernier soufre dans la dernière étape. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a pu résumer dans la proposition de mécanisme. Donc on a en fait fixation de K1, fixation de K2, donc ça c'est un intermédiaire fugace, réduction qui permet cette première fusion avec ce soufre qui va récupérer un méthyle. Ensuite on a chimie radicalaire de façon à créer le radical, déprotonation, insertion du carbure et en fait ici on est sur le fond du tonneau et on va pouvoir très facilement, par une petite charnière, venir apporter le dernier soufre. Donc finalement, c'est une toute petite protéine, mais elle est extrêmement efficace. Voilà, donc je veux remercier les différentes personnes qui ont participé à ce travail. Donc c'est une collaboration, donc c'est beaucoup de gens de mon laboratoire, mais c'est une collaboration avec le laboratoire de RMN à l'IBS, nos collègues de RPE au CEA, une grosse collaboration avec le laboratoire de Luis Rubio à Madrid, qui est spécialiste de la maturation de la nitrogénase. Et puis, sur IDE, on avait aussi collaboré avec Olivier Berthaud sur la partie fonctionnelle, qui est à Jouy-en-Josas à l'INRAE. Et puis, on a une collaboration aussi avec nos collègues aux États-Unis sur IDE, sur le complexe B synthétique. Et je vous remercie beaucoup.